Connaissez-vous la tragique histoire du marchand ambulant? Son cheval s'arrêtait à chaque auberge. Si le pauvre homme avait déjà trop bu pour diriger le cheval, il restait assez valide pour descendre de voiture. D'un pas mal assuré, il entrait dans la fatale auberge. De nouveaux verres ajoutaient à son état, et l'aubergiste devait bientôt hisser notre homme dans la voiture. Alors le cheval ne manquait pas de repartir vers une nouvelle auberge. Peu de gens succombent aux besoins de l'ivresse, mais presque tous obéissent à leur cheval, le cheval de leurs habitudes. Un jour où notre marchand n'était pas encore ivre, un ami bienveillant lui conseilla d'échanger son cheval avec le sien. Que croyez-vous qu'il arriva? Bien sûr, l'ivrogne fut incapable d'utiliser la chance offerte. Il ne put renoncer aux routes habituelles, aux arrêts coutumiers. En quelques mois, son nouveau cheval le conduisait fidèlement d'auberge en auberge. Pourquoi? Par habitude. L'habitude de qui? Je vous laisse répondre. Vous êtes au volant. Une voiture ralentit devant vous. Votre pied pèse sur le frein. Décision? Oui, bien sûr, mais aussi habitude. Au volant, vous prenez jusqu'à 4 décisions par seconde. Peuvent-elles faire l'objet d'un long débat intérieur? Non. Vous réagissez par habitude, et de telles habitudes se révèlent indispensables. Elles vous sauvent la vie. Vous croyez-vous capable de conduire sans habitude? Souvenez-vous donc de votre première leçon à l'auto-école. Maintenant, observez vos proches, vos amis, vos collègues. Considérez une bonne fois leurs habitudes visibles. Si vous regardez bien, tous ces gens-là ne vous semblent-ils pas accomplir sans cesse la même chose de la même manière? Il faut bien regarder, car vous êtes habitué à leurs habitudes. Pourquoi pas? Vous êtes bien habitué aux vôtres. Considérez votre train-train quotidien et tous ces comportements répétés. Considérez moins les comportements qu'il faut bien répéter dans la mesure où ils correspondent à des situations identiques. Considérez plutôt le choix des mêmes situations, jour après jour. Ce choix ou cette absence de choix, la voilà bien votre habitude. Pas toute votre habitude. Boulot, métro, dodo, et tous les comportements attachés à bistrot aussi, à radio, à télé, football, journal, cocktail, copains, à sorties dominicales, vacances, voitures, famille, et 1000 autres constantes. Tous ces comportements visibles trahissent des habitudes. Nous avons toujours fait ainsi, sans discussion, sans analyse, et il est impossible de s'en libérer. Impossible, n'est-ce pas? On a toujours fait comme ça, on n'y peut rien. Et puis, on a tellement de mots alibi pour justifier l'habitude. Écoutez, c'est pas moi qui décide. J'ai des obligations. Si j'étais libre, ça ne se passerait pas comme ça. Je suis trop vieux pour changer. J'ai toujours su que ça ne marcherait pas. J'ai toujours su que je devais me méfier. C'est pas moi, c'est les autres. On peut bien boire un verre avec les copains. C'est plus fort que moi. Halte! Savez-vous ce qui est plus fort que vous? Vos habitudes. Alors, je vais en changer, répondent la plupart des gens. Changer d'habitude est moins facile que changer de cheval. Changer d'habitude équivaut à choisir des routes nouvelles, puis à construire un réseau entièrement neuf avec d'autres arrêts possibles que le marchand peut accepter ou refuser. Voilà un changement d'habitude. La répétition des mêmes comportements et des mêmes pensées a marqué votre esprit. Imaginez un champ de neige. Une première personne le traverse, puis une seconde qui, bien sûr, choisit la voie déjà marquée, la voie facile. Une troisième passe, suivie d'une quatrième. Bientôt, les pas imprimés se sont élargis et approfondis à l'échelle d'un chemin où tout le monde s'engouffre. Il semble trop fatigant d'emprunter une autre voie. Il n'y a pas d'autre voie. Et pourtant, souvenez-vous de la première personne. Aucune voie existante ne s'offrait pour restreindre sa liberté. Elle a inscrit des pas originaux dans un monde vierge. Changer d'habitude revient à inscrire des pas originaux et libres dans un monde non vierge, dans un champ sillonné de chemins anciens et profonds. L'exercice vous paraît difficile. Ne risquez-vous pas, à chaque instant, de tomber dans l'ancien réseau? Non, pas vous. Car si vous le voulez, vous allez acquérir sur vos habitudes une vision élevée que bien peu d'hommes partagent. Vous allez apprendre à les identifier, les accepter ou les refuser lorsqu'elles vous conduisent où vous ne voulez pas aller. Vous allez apprendre à les créer, pas du jour au lendemain, mais dans la poursuite déjà entamée de votre succès dans sa construction.
Votre cerveau est comme un champ de neige. Une de ses grandes capacités consiste à inscrire des chemins, à forger des habitudes, ou si vous préférez les images de notre temps, à enregistrer les programmes. Parmi les 15 milliards de neurones de votre cerveau, la répétition est venue graver des liaisons dont beaucoup sont figées pour la vie. Heureusement. Un exemple, vous savez marcher par habitude. En fait, tout votre apprentissage a été fondé sur votre faculté cérébrale de former des habitudes. Votre capacité de parler repose elle-même sur des habitudes. Or, bien sûr, la parole recourt aux mots. Les mots que je prononce à l'instant présent tombent comme des pas nouveaux dans les chemins de votre champ de neige. Ils les approfondissent un peu plus. Ils peuvent ainsi figer votre pensée, ou plutôt vos habitudes de pensée, selon le contenu que vous leur donnez. Comprenez l'importance d'accorder une attention soutenue à ce concept. Je vous demande de juger vos mots avec vos mots, de juger votre pensée avec votre pensée. Vos mots sont des signes écrits, des vibrations sonores, des symboles pour identifier les objets, les actes, les situations, les lieux, les sentiments, les idées. Vos mots sont des étiquettes. Vous vous exprimez avec des étiquettes, vous pensez avec des étiquettes. Elles n'ont pas toujours existé. Dans votre petite enfance, les sentiments et les images occupaient déjà votre esprit avant que vous ne sachiez parler, avant que des étiquettes reprises de l'extérieur ne fussent venues les masquer et les rigidifier. Vous avez pu connaître la timidité avant que l'étiquette timidité n'ait consacré le sentiment. Aujourd'hui, l'étiquette peut se passer du sentiment, elle peut le remplacer, mais elle peut aussi le fabriquer. L'étiquette, le mot, joue le rôle d'un déclencheur. Votre habitude de l'ajouter au sentiment de timidité ouvre la porte à votre sentiment. Elle appelle le sentiment, elle le grandit et le prolonge. Le sentiment de timidité, quant à lui, ne manque pas de faire naître l'étiquette dans votre esprit, et l'étiquette renforce le sentiment, qui fait naître l'étiquette, qui renforce, etc. Vous êtes prisonnier des pas dans la neige. Où se trouve l'issue ? En dehors du cycle, en dehors des pas, en dehors des habitudes. Il vous faut sauter et accomplir un acte non timide, un acte téméraire, prendre la parole en public, rendre visite à un personnage qui vous impressionne, inviter à danser la fille inaccessible, présenter vos idées au grand patron, en un mot, faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Non seulement vous pensez avec des étiquettes, mais comme nous tous, vous ne disposez que d'un nombre limité, les mêmes étiquettes à chaque fois. Et l'habitude peut vous conduire à les juxtaposer selon des canevas eux-mêmes relativement constants. Tout se passe comme si vous placiez vos étiquettes bout à bout au fond des chemins déjà tracés. Alors, croyez-vous toujours qu'il soit facile d'échapper aux habitudes ? Et pourtant, le cheval de l'ivrogne, il faut bien le chasser, lui, ses routes et les pièges où il nous arrête. Alors distinguons les bons et les mauvais chevaux, les habitudes vitales des habitudes nuisibles. Vous connaissez nombre de gens qui saupoudrent métro, boulot et dodo avec un peu de télévision et s'en trouvent fort bien. Cependant, une telle fuite dans la vie passive, un tel renoncement ne permet jamais une vraie réussite. Pour vous qui voulez faire quelque chose de votre vie, l'excès éventuel de télévision et de toutes les contemplations béates du succès d'autrui représente peut-être une habitude à contrôler. Contempler pour ne pas agir. J'ai vu nombre de personnes démarrer dans la vie quand elles eurent mesuré ce frein au succès, et pas avant. Voyons d'autres habitudes nuisibles. Le refus d'avoir tort. Attention, l'habitude de refuser d'avoir tort semble engendrer une habitude de refuser de se développer. La méfiance. La méfiance se compare à la timidité. Elle inscrit dans votre champ de neige un chemin profond et circulaire. Et l'habitude veut que beaucoup des autres chemins conduisent à cette boucle. Quand la pensée y tombe, elle ne sait plus en sortir autrement que par un saut. Un saut pour rompre l'habitude, un saut vers la confiance. Bien sûr, une des grandes difficultés appartient à l'étiquette méfiance. La simple sonorité du mot bloque nos pensées. Timidité, méfiance, voilà des habitudes attachées aux mots. Les succématiciens les appellent des maladies de pensée. De nombreuses habitudes nuisibles appartiennent à cette catégorie de maladies. Exemple. Ce n'est pas moi, c'est les autres.
Prenez l'habitude d'assumer vos décisions et vos responsabilités, d'exprimer avec sincérité la part que vous prenez dans les actes dont on parle. Je n'ai pas le temps. Peut-être. Mais la formule appartient à un automatisme, à une malhonnêteté facile, à une habitude. Ne croyez-vous pas que le simple fait d'appeler cette formule si souvent au secours prouve qu'elle est creuse? Renoncez à l'habitude de la formule et vous découvrirez que vous êtes riche de beaucoup plus de temps. La peur du jugement d'autrui et du qu'en dira-t-on. Voilà bien un autre chemin, une autre route de la pensée malade. Une pensée qui existe avant le sentiment et fait le sentiment. Peut-être allez-vous rater la chance de votre vie à cause d'une petite crise de cette maladie de pensée. Dites plutôt, je m'en moque et même je m'en fous. La formule manque d'élégance, mais elle est forte. Elle oppose un refus à la peur du jugement d'autrui. Elle déclenche une habitude positive. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Je fais ce que j'ai à faire. Autre exemple, je le ferai demain. Et si pour rompre l'habitude de le dire et de le faire, nous sautions hors du cercle et le fassions aujourd'hui, tout à l'heure, après avoir écouté cette cassette? J'ai des obligations. Bien sûr. Celle que vous vous faites. Je n'ai pas les moyens. À le dire trop et à garder l'habitude de le croire, nous ne les aurons jamais. Je n'ai pas de chance, j'ai tout essayé. Vraiment tout? Vous n'avez pas de chance? À force de le répéter, vous allez orienter votre grille de perception de manière à ne plus vous laisser voir vos chances d'avoir de la chance. Prenez désormais l'habitude de dire bien haut « J'ai beaucoup de chance ». Vous serez étonné du résultat. Ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Qu'en savez-vous avant de l'avoir essayé? Ah, si j'avais mieux travaillé à l'école. Allons, bon. Quand vous renoncez à l'habitude d'incriminer autrui pour votre état actuel, accuseriez-vous le pauvre gosse que vous avez été? Eh bien, jouons ce jeu. D'accord, vous étiez un cancre doublé d'un sale garnement. Mais ce garnement appartient au passé. Vous ne pouvez plus rien pour le transformer. Alors, faites quelque chose à propos du présent et du futur. Influencez positivement l'adulte d'aujourd'hui. Apprenez par exemple le programme que vous refusiez à 15 ou 18 ans. En dépit des préjugés, une autre forme d'habitude, l'adulte apprend vite s'il sait pourquoi il apprend. Votre compréhension des phénomènes de l'habitude vous place déjà sur une route nouvelle que bien peu d'hommes ont empruntée. Elle vous permet de contourner bien des pièges et vous conduit dans la droite ligne de votre but. Les hommes sont rares à savoir que leurs habitudes mentales et verbales représentent le fruit et l'ordure des répétitions. Elles engendrent des automatismes de décision et de comportement. Abordons maintenant les habitudes enfantines. Nous en gardons beaucoup. Notre besoin de sécurité, par exemple. Quelle sécurité? Celle qui vient de l'extérieur, qui nous entoure et nous protège. Aurions-nous la nostalgie des bras maternels, les bras où il faisait bon se réfugier autrefois, pour que toutes les menaces s'arrêtent? Oui, cette protection, beaucoup de gens gardent l'habitude de la rechercher dans l'entreprise qui les emploie, ou dans les organismes officiels, ou le gouvernement. Certes, le travail dans l'entreprise n'est guère palpitant, mais le poste offre une telle sécurité. Vraiment? Et si l'entreprise réduit son personnel? Et si l'on vous remplace par un ordinateur ou une machine? Et si l'entreprise, au grand bras maternel, dépose son bilan? Quand un malheureux perd soudain son protecteur, il a tout perdu. Il se retrouve petit enfant, orphelin et nu dans le grand monde hostile. Il réalise soudain que la sécurité n'est pas dans l'organisme extérieur, pas dans l'argent, pas dans les amis et les relations, pas dans les autres. Vous savez, vous, qu'elle est en vous. La façon la plus efficace de construire une sécurité pour la vie consiste à devenir compétent et fort, à devenir le meilleur de votre domaine. Alors la chasse à la sécurité s'inverse. C'est l'entreprise qui a besoin de vous. Vous êtes fort. Vous pouvez désormais refuser. Vous pouvez perdre tout ce que vous possédez. Vous gardez ce que vous êtes. Autre habitude enfantine, le besoin d'un responsable qui décide à notre place. « Maman, quelle robe je dois mettre? Maman, comment je dois faire ?» Hier la mère, aujourd'hui le chef, la mode, un ami, une idole, la publicité, les partis politiques souvent, les syndicats parfois, les grands mouvements, les maîtres à penser, les journaux, la télévision, les gourous, les bonnes manières, les interdits et même les coutumes du genre. Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas.
Pauvres enfants qui entendent 1000 fois la bouche maternelle imprimer cette formule dans leur champ de neige. Pauvres adultes restés enfants et qui ne se libèrent pas d'une autre habitude enfantine, celle de se cacher les problèmes. La petite Claudine a cassé le vase. Elle pousse les débris sous le buffet. Le problème est résolu. Pierrot a de mauvaises notes. Il signe le carnet à la place de papa. Le problème est résolu. Monsieur le chef de service a dépassé son budget de publicité sans atteindre les résultats prévus. Il impute une partie des frais au budget de l'an prochain. Vous croyez qu'il compromet l'avenir ? Oui, car vous n'oubliez pas le problème. Lui, il croit l'avoir résolu de bonne foi, la foi des habitudes enfantines. Le besoin d'être aimé. Quelle autre habitude enfantine ? Si je dis non, on ne m'aimera plus. Si je ne suis pas conforme à l'idée qu'on a de moi, on ne m'aimera plus. Si je ne suis pas comme eux, ils ne m'aimeront plus. Si je ne suis pas gentil, on ne m'aimera plus. Si je ne suis pas gentille, il ne voudra plus de moi. Si mes employés ne m'aiment pas, je serai un mauvais patron. La peur du jugement d'autrui se compare au besoin puéril d'être aimé. À vous qui savez les problèmes de l'individu face à la foule mal connue, à vous la peur surmontée du jugement d'autrui apparaît comme une grande victoire, une habitude détruite, une chaîne brisée. Faites ce que vous avez à faire, car vous êtes l'artisan de votre vie. L'opinion des autres sur vous est leur problème, non le vôtre. Dire du mal des absents, le voilà bien le petit jeu puéril par excellence, le prolongement de notre habitude scolaire de nous moquer du prof. Un petit jeu tellement commun, stérile, inutile, négatif, tellement lâche, qu'une personnalité comme celle que vous construisez s'y refuse tout simplement, s'y refuse de manière active. Vous l'arrêtez chaque fois que vous pouvez. Dernier jeu enfantin de cette cassette, la lutte contre les autres. C'est moi qui ai raison, c'est pas vrai, c'est moi. Dans ce combat habituel, chacun lutte pour la bonne cause, la sienne. Et personne ne gagne. Voulez-vous vraiment vaincre ? Alors refusez la boxe pour recourir au jujitsu. Utilisez la force de l'adversaire à son détriment. C'est moi qui ai raison, hurle-t-il. Répondez, je n'en doute pas, mais dites-moi pourquoi. Et continuez ainsi par une cascade de questions. Refusez de jouer au bras de fer lors des discussions. Quiconque se jette avec passion dans de telles discussions et les perd n'a personne à blâmer que lui-même. Refusez les habitudes enfantines, car maintenant, vous êtes un adulte décidé à réussir une vie d'adulte. Les hommes forts sont ceux qui ont reconnu leurs habitudes pernicieuses et les ont dominées. Ils ont remporté cette grande victoire contre eux-mêmes, et la victoire contre les autres, ils l'ont transformée en victoire avec les autres. Ils ont échappé au cycle des habitudes négatives. Ils ont également échappé au cycle « je ne sais pas faire, donc je ne fais pas. Je ne sais pas nager, donc je ne vais pas à l'eau. Je suis maladroit, je suis ridicule, donc je me cache. » Ils ont combattu ces habitudes comme les autres. Alors, imprimez de nouvelles traces dans votre cerveau, et si nécessaire, en travers des anciennes. La première fois, l'exercice semblera difficile, mais bientôt, grâce à la répétition, il ne sera même plus un exercice. Vous aurez établi des habitudes succématiques inconscientes. Elles vont travailler toutes seules pour vous.